Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce ZCL spécial. Spécial pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va déformer le format, justement, on va le déformer, puisque nous aurons 4 thématiques. Et pourquoi? Tout est parti, je vais vous le dire, d'un communiqué de presse paru le 5 janvier 2023, signé Christian Céleste qui est avec nous. On va saluer nos confrères tout à l'heure. Ça s'appelait « Appel pour les assises de la presse ». Alors, tout le monde connaît cet appel-là. Je veux retenir une phrase. Il faut donc ouvrir le débat sur l'avenir de la presse en Guadeloupe et sur le modèle que nous voulons initier. Mais il ne faut pas se tromper. La presse, ce ne sont pas seulement les entreprises capitalistes ou privées, les associations qui en font un business. Et Christian Céleste avait lancé à la fin de ce communiqué sorti en janvier, un appel pour les assises de la presse. Et depuis lors, des confrères se sont réunis autour de Christian Céleste et ils sont là. Bonjour Christian. Bonjour Danick. Bonjour. Notre ami bonjour, aussi Jacques Dancal. Bonjour Danick. Et notre ami Jean-Philippe Pascal. Journaliste aussi. Et tous ces gens-là, depuis plusieurs semaines, travaillent dans ce qu'on appelle aujourd'hui un COPIL, c'est-à-dire un comité de pilotage sur les assises de la presse qui auront lieu probablement au mois de novembre. Alors, pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons jugé utile au niveau du COPIL de faire aujourd'hui un numéro spécial du ZCL avec un certain nombre de journalistes. Alors, avec des thématiques, bien sûr. La première thématique, ce sera quel journalisme pour la Guadeloupe, avec nos confrères qui sont là. Il y aura une deuxième thématique. Quelles sont les attentes des Guadeloupéens par rapport à leurs médias? Une troisième thématique, le journalisme est-il libre? Et enfin, une quatrième, que faut-il avoir pour avoir des médias au service de la population? C'est ces thématiques-là qui vont être débattues par différents confrères qui se succéderont sur ce plateau. Alors, une dernière chose, bien sûr, ce n'est pas le débat du siècle, mais c'est un débat important dans un pays comme la Guadeloupe. Et je pense que la presse joue son rôle et a joué son rôle depuis des années. Christian le disait, depuis le 19e siècle, on a des journaux, on ne va pas remonter jusque-là, mais on sait qu'il y a eu des journaux ici. Et dans un pays tel que le nôtre, je dis souvent un pays colonisé, il faut une presse libre. Ce n'est pas toujours évident. Alors, messieurs, merci d'être avec nous. Mais avant, pour rester dans l'actualité, puisque nous allons débattre de tous les sujets, un petit sujet d'actualité aujourd'hui qui tombe bien, c'était ce matin à Guadeloupe Première. Le seul sujet qu'on verra aujourd'hui dans le journal, c'est parti. Les salariés de France Télévisions sont mobilisés, particulièrement les journalistes sont mobilisés aujourd'hui parce qu'ils ont été surpris, choqués par la sanction qui a été infligée à Gilbert Pinsmaille, journaliste à Guadeloupe la Première. Il a été licencié. On trouve cette sanction disproportionnée par rapport à ce qui lui est reproché, des faits qui remontent à 2015 et qui ont presque plus de 7 ans en tout cas. Et la sanction est vraiment disproportionnée alors qu'à l'époque, en 2015, nous considérons qu'il avait déjà été sanctionné. Il avait été rétrogradé de sa qualité de journaliste politique. Donc il a été sanctionné, on le sanctionne une deuxième fois parce que la direction parisienne de France Télévisions estime qu'il y a eu une atteinte principalement à son image. On trouve cette sanction totalement aberrante. Nous avons reçu ça comme un choc et on a tenu à le dire aujourd'hui avec cette grève à France Télévisions. Le message, c'est de dire qu'il ne suffit pas de quelques messages WhatsApp, quelques articles qui accusent quelques éléments sur les réseaux sociaux pour désintégrer toute une carrière. C'est absolument pas normal qu'il y ait cette sanction à ce degré. D'autant que nous, on prend ça comme une attaque politique qui touche France Télévisions parce qu'on a l'impression que c'est une collusion politique qui s'abat à la fois sur Gilbert Pinsmaille et sur France Télévisions. Nous nous sommes mobilisés, nous avons eu un premier entretien avec la direction locale de Guadeloupe la Première. Nous nous sommes mobilisés aujourd'hui. Il y a une forte mobilisation au niveau des journalistes. Les journaux sont impactés, les journaux télé et radio sont impactés. C'est pour montrer notre mécontentement à France Télévisions à Paris.
Ah, bien, merci donc pour ce sujet, mais on va revenir à notre thématique. Quel journalisme pour la Guadeloupe? Christian, c'est là je vous pose d'abord la question. Vous êtes le plus ancien parmi nous et vous avez une vision peut-être, j'ai pas envie de dire séculaire, non, je vais pas dire ça, une vision quand même globale du journalisme, puisque le journal dont vous êtes le responsable aujourd'hui, c'est fait parmi le plus ancien, je crois, Nouvelles Étincelles qui étaient jadis les Étincelles. Alors, comment vous voyez le journalisme en Guadeloupe? Non, il faut le dire franchement, parce que nous sommes là en toute transparence. Je suis, moi, un journaliste militant. Oui. Bien sûr, un journaliste militant, mais professionnel. Tout à fait. Oui, parce que je travaille dans le journalisme depuis des années en tant que professionnel. Ceci dit, moi, je dirige une presse qui a une orientation claire et nette, une presse d'opinion. Mais ceci dit, nous avons toujours développé l'idée qu'il faut le pluralisme de la presse. Il faut être clair. La presse. Moi, je suis une presse qui développe une opinion, il y a d'autres presses, il y a des presses dites généralistes, bref. Il faut cela. Alors, donc à partir de là, la question qui m'a été posée, c'est quel journalisme pour la Guadeloupe? Je crois, je ne vais pas développer, les assises devraient répondre à cette interrogation. C'est pourquoi d'ailleurs, moi, j'ai lancé cet appel. Parce que depuis des années, je réfléchis à la presse en Guadeloupe, depuis des années. Également, j'interpelle mes confrères journalistes. On peut vérifier sur notre responsabilité en tant que journaliste, en tant que presse, dans la construction du pays, dans la formation d'une citoyenneté guadeloupéenne. En clair, ce que j'ai toujours dit, que je dis ici, la presse n'est pas simplement une affaire de, je dirais, de business, une affaire. Il y a des entreprises de presse. Mais même à ce niveau-là aujourd'hui, on se rend compte qu'en France, par exemple, c'est ça, les capitalistes qui investissent dans le domaine de la presse, ce n'est pas pour gagner de l'argent, parce qu'ils ne gagnent pas de l'argent là. Ils investissent là parce qu'ils capitalisent sur la question de l'opinion. Du pouvoir. Ils veulent gagner l'opinion à leurs idées. En réalité, la presse se trouve au cœur de la bataille des idées. Voilà. Donc il y a un travail de responsabilité, un travail d'information. C'est ça le métier. Information pour éduquer, pour conscientiser, former, pour aussi dire le pays. Voilà. Merci. Jean-Philippe Pascal, qui a été journaliste à France Télévisions, en Guadeloupe première, à l'ORTF, un peu partout dans les archipels où se trouve encore la France. Quelle est votre opinion sur le journalisme dont on a besoin en Guadeloupe? Moi, je crois d'abord qu'il y a un socle commun à tout journaliste. Il y a des fondamentaux, qu'on soit en Guadeloupe, qu'on soit en Nouvelle-Calédonie, qu'on soit en France hexagonale. Il y a une base commune. Après, il y a une sensibilité différente en fonction de l'endroit où on vit et de l'endroit où on exerce son boulot. Donc ça veut dire qu'il faut connaître un peu la culture de son pays, il faut sentir en son pays pour ensuite traduire dans le traitement de l'information. Je crois que le journalisme doit être, en quelque sorte, avoir une responsabilité, comme le disait tout à l'heure Christian, mais aussi un rôle d'utilité sociale. Il doit accompagner le Guadeloupéen dans son quotidien. Il doit être le reflet d'une société. Donc, si on vient d'ailleurs et qu'on ne connaît pas un peu un certain nombre de codes d'us et coutumes du pays, je pense qu'on va avoir une information qui ne soit pas en phase avec la réalité locale. Donc, il faut, me semble-t-il, avoir ces fondamentaux-là pour donner une information qui soit à la fois rigoureuse, professionnelle, mais en même temps ancrée dans son pays et ancrée dans son environnement caribéen. Jacques Dancal, directeur-rédacteur en chef et directeur aussi de Nouvelles Semaines hebdomadaires, l'un des hebdomadaires, puisqu'il y a 3 hebdomadaires qui subsistent en Guadeloupe difficilement. Quelle est votre vision du journalisme pour la Guadeloupe? Je souscris à la position de Jean-Philippe Pascal. On ne peut pas dire qu'il y a un journalisme pour la Guadeloupe. Il y a le journalisme. Il y a ce socle commun qui est absolument nécessaire. On a des missions relativement précises avec des déontologies, des règles d'éthique. On est censé rapporter l'information avec pas
le maximum d'objectivité. On n'est jamais complètement objectif, c'est certain. Il faut une pluralité aussi. Christian Stéphens le rappelait tout à l'heure, c'est une presse d'opinion, il est un militant, il a des engagements. C'est important aussi que ce journalisme-là existe, mais tous nous obéissons à peu près aux mêmes règles, aux mêmes principes. Mais Jean-Philippe a raison, il y a une adaptation nécessaire. Quand on est journaliste quelque part, on n'est pas au sol. Donc on est dans un environnement, on doit tenir compte d'un certain nombre de situations, d'un certain nombre d'habitudes, aussi de contextes culturels, de contextes politiques. Le journaliste vit dans le même pays que les personnes qui le lisent et qui l'écoutent ou qui le voient. Donc ça veut dire qu'il doit s'adapter, c'est certain. Donc forcément, il y a une coloration. Il y a à la fois la coloration s'agissant des engagements politiques pour certains, mais ça peut être aussi tout simplement aussi un ancrage dans le pays, parce que sinon on ne comprend pas comment il fonctionne. Je crois que c'est avant tout ça notre mission. Mais les fondamentaux, les règles claires, comme l'ont rappelé mes deux confrères, ceux-là doivent primer sur tout le reste. Après, évidemment, il y a une adaptation. Et puis, il y a aussi le contexte économique, dont on parlera dans d'autres ateliers, mais ça, c'est fondamental aussi. Alors, on va voir tout de suite ce que pense le citoyen guadeloupéen, puisque nous avons fait un micro-trottoir. C'est parti. Quel type de journalisme? Moi, je dirais un genre de journalisme où il ferait plus de proximité. Quel type de journalisme? Un journal indépendant, justement, un journal qui puisse dire effectivement les choses sans langue de bois. C'est un peu le but de toute presse, hein, pour moi. Peut-être plus de libre antenne. De libre antenne et peut-être plus d'investigation, mais comme là, vous le faites là, aller vers les gens et voir vraiment leur avis, quoi. Plus de proximité, oui. Plus de proximité, comme vous le faites, et puis surtout plus de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? De parler des revendications des gens, quoi. Parce que c'est le peuple en souffrance aujourd'hui. Oh, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est au moins que les gens soient honnêtes et libres. Il faut être le plus neutre possible, mais est-ce que c'est possible d'être neutre dans la vie? Ça me paraît impossible. Les gens ont toujours des avis, c'est impossible d'être neutre. Être neutre, oui, c'est bien, mais bon. Vous trouvez quelqu'un de neutre, c'est parfait. Déjà, celui qui conviendrait bien au pays, c'est plutôt une communauté à eux-mêmes, c'est-à-dire celui du pays lui-même pour dire ce qui se passe vraiment, réellement. Qu'il soit libre, de dire ce qu'il pense. Ça, c'est mon avis. Le journalisme authentique où on dit les choses telles qu'elles sont et on prend en compte les intérêts de la population et des sujets qui sensibilisent vraiment. Le bon type de journalisme en Guadeloupe, ça serait un journalisme de proximité, voire de parler des problèmes réels qui... Un peu comme à l'époque, vous aviez Timalon, vous aviez Ibo. C'était aussi une forme de journalisme. Okay, ça, on n'a plus ça, c'est terminé ça. Voilà. Bon, c'est pas un sondage bien sûr, mais c'est un micro-trottoir, une caméra-trottoir, mais ça donne quand même une idée une tendance de ce que disait le Guadeloupéen. Une tendance intéressante. Il y a des mots. À mon avis, c'est très formidable. Ça dit exactement ce que nous voulons faire avec les assises. Parce que c'est ça. Moi, de mon point de vue, c'est vrai. J'ai le sentiment qu'il y a le journalisme en Guadeloupe, il y a des journaux, il y a des radios, des presse, mais tout cela me semble un peu hors sol. Hein? Je ne peux pas employer de mots difficiles, mais on dirait qu'il y a, il y a une sorte de confrérie. Nous sommes entre nous, nous faisons l'info. Assez souvent, nous le faisons par mimétisme, parce que nous sommes dans un système ensemble, on répète, on lit les agences de presse. Mais ils le disent, là, les Guadeloupéens. Il faut un journalisme, effectivement, et qui parle au pays. Et qui parle du pays. Proximité, vérité. Alors, neutralité, subjectivité, à mon avis, ce sont un peu des mythes, des choses comme ça qu'on a introduit dans le journalisme. Personnellement, je n'y crois pas. Et objectivité, tous ces trucs-là, et neutralité, ça n'existe pas. Je dirais plutôt, Christian, si tu permets, honnêteté. Et vérité. Honnêteté et vérité. Et vérité. Voilà. Et il y a des mots-clés, d'ailleurs, qui sont sortis dans ce micro-trottoir, Danick. Absolument.
Proximité, ça veut dire que quand on est dans un pays comme le nôtre, l'information de proximité, c'est celle-là qu'il faut faire. Elle est essentielle dans un contexte caribéen. Il faut toujours tenir compte dans quel environnement on se trouve. Deuxième mot qui est clé, c'est la liberté. Est-ce qu'on est des journalistes libres? Moi, je suis convaincu. Mais moi, je suis convaincu que les journalistes sont libres, indépendants ici en Guadeloupe. Et responsables, parce que c'est très important aussi de dire aux gens que quel que soit ce qu'on dit, on est responsable de ce qu'on dit et attaquable. Alors, moi, j'interviens pour vous dire, alors, proximité, d'accord, mais Jean-Philippe, quand on est par exemple dans une ville de 8 millions d'habitants, on ne compte pas la personne dont on a parlé tout de suite, mais en Guadeloupe, lorsqu'ils font habitant, vous sortez un journal là, on dit qu'il habitant, etc. C'est ça aussi la proximité. Non, c'est ça aussi la proximité, avec ce danger, entre guillemets, mais en même temps, quand on est sûr de ses sources, quand on a une information rigoureuse et fiable, pour moi, il n'y a aucun sujet qu'on ne puisse pas aborder ici en Guadeloupe. Je disais quand j'étais rédacteur en chef, toujours aux journalistes, sentez-vous libre. Sentez-vous libre, je vais vous défendre, mais il faut m'emmener des dossiers. Il faut que j'ai, entre guillemets, des biscuits pour que si je suis attaqué, l'investigation. Mais il n'y avait aucun sujet qui était éludé. Je pense que dans vos rédactions, c'est pareil. Et puis après, si on est attaqué, etc., il faut pouvoir se défendre parce qu'on a recoupé ses sources. Mais ce n'est plus l'information des années 60-70 où la préfecture avait une ligne directe entre la préfecture et le service public. Aujourd'hui, quand vous avez 40 journalistes, que vous animez une conférence de rédaction, vous croyez que les 40 journalistes sont des bénis oui-oui? Non. Ils ont leur authenticité, ils ont leur rigueur, leur ressenti. Et leur opinion aussi. Leur opinion, mais c'est normal qu'on ait une sensibilité à travers un traitement d'information. Mais on n'impose plus aux journalistes d'aller dans telle ou telle direction. On a un cadre global, qui est ce qu'on appelle la ligne éditoriale, et après, les journalistes s'expriment comme ils l'entendent. Tu as raison sur cette question de la liberté, de l'indépendance, dans l'absolu. En réalité, c'est vrai, c'est fini le temps de la préfecture. C'est clair que... C'est fini, vraiment? Hein? Non, j'y viens, qui donnait les directives, qui pensait le journal, qui écrivait. On sait à la préfecture, on écrivait. Qui donnait les infos, quoi. Alors, ce temps-là est un peu... Mais attention, ce qui, à mon avis, pose problème, c'est qu'il y a des journalistes qui aliènent leur liberté. C'est-à-dire qu'ils ne sont... Ce qui s'auto-censurent. Eh ben ça, je suis d'accord. Ils n'ont pas la pression. Ils n'ont pas la pression ni de leur patron capitaliste, ni de l'administration. Ils n'ont pas... Mais eux-mêmes, pour des intérêts différents, ils aliènent leur liberté, ils s'auto-censurent. Mais ça, on le partage. Ils ne disent pas où ils veulent plaire. Mais il y a un principe fondamental. Le journaliste est libre et indépendant. C'est le danger. Le plus grand danger du journalisme, c'est le journalisme de complaisance. Faire du journalisme pour plaire. Pour plaire aux autorités. Mais ça existe. Hein? On ne va pas se le cacher, ça existe. C'est le plus grand danger de journalisme de vérité, journalisme ouvert, transparent. L'autocensure. On écrit pour plaire au patron, pour plaire à la préfecture, et on ne ment pas. Et c'est pourquoi on parle sur l'objectivité, on ne ment pas. Mais il y a quelque chose de plus grave dans le journalisme. C'est, comment on dit ça? C'est de ne pas dire. C'est, on ne dit pas, on fait l'impasse. Mais on l'a vu pendant la crise sanitaire. On le voit aussi pour la guerre en Ukraine, c'est général. C'est-à-dire qu'en Europe, là, actuellement, effectivement, l'autocensure est la règle, mais en réalité, c'est vraiment de l'autocensure, parce que très souvent, il y a des pressions à l'intérieur des groupes. Parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est vrai qu'il y a l'audiovisuel public, mais la plupart des médias sont des entreprises privées avec des actionnaires, avec un certain nombre. Donc, ça n'est pas toujours facile. De traiter certains sujets, parce que ça peut ce sont les entreprises. Je ne sais pas si un jour, dans les écoles de journalisme, on va étudier la production de l'information en temps de guerre, notamment pendant cette guerre de l'Ukraine. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Le journalisme a atteint un niveau de caniveau incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de fond, tu vois. Non, dans la guerre de l'Ukraine, c'est incroyable. En France, mais aussi aux États-Unis, dans les pays européens. Mais c'est incroyable. Comment des journalistes ou des gens peuvent, en dépit de toutes les connaissances, dire des choses comme ça. Mais Jacques vient de le dire. C'est impossible. Les journaux, en général, appartiennent à des groupes privés.
et ces groupes privés ont des relations avec l'État. Donc, résultat des courses, le journaliste ne peut que reproduire les ventes d'armes ou les ventes d'avions, etc. C'est Mitterrand qui disait, on reprochait l'influence des multinationales. Il dit oui, mais il ne peut rien faire. L'État n'est pas actionnaire de Total. Mais Total est actionnaire de l'État. Voilà. C'est un peu ça. Non, mais la réalité, c'est qu'on est quand même, et je rejoins Jean-Philippe, on est quand même dans un environnement, et là, Christian aussi a raison, on est quand même relativement libre. Parce qu'on a quand même des pays autour de nous. Relativement. On a des pays autour de nous où on ne peut pas écrire ce qu'on veut, on peut être tué dans la rue. Je rappelle quand même que le Progrès social et l'Étincelle ont eu une foultitude de procès dans les années 50-60. Non, mais on en a toujours. On en a toujours. Moins aujourd'hui. Quand on fait du journalisme, ceux qui n'ont jamais eu de procès, je pense qu'il y a un souci. Oui, pas seulement. Généralement... J'en ai déjà eu pas mal. Non, mais généralement, parce que ça dérange quelque part. C'est tant mieux qu'il y en ait sur la tablette, là. Les forces de police intervenaient dans l'imprimerie de l'Étincelle, l'IGS, pour saisir le journal. On a poursuivi et condamné les rédacteurs du journal L'Étincelle. Vous savez pourquoi? Pour des raisons d'atteinte à la sûreté de l'État. Et alors, parce que les usiniers demandaient à ce que ce numéro-là ne sorte pas, parce que voilà. Bon, mais c'est vrai que nous sommes passés en de ça. Mais il y a toujours des procès. Il y a toujours des procès. On a quand même de temps en temps. Et la pression est toujours là, c'est plus subtil, c'est soft, c'est différent. Ce sont les diocabes qui appellent maintenant. Ou les communicants. Ou les communicants. Parce que souvent, il ne faut pas la différence entre être communicant et être journaliste. Tout à fait. Et souvent, ils pensent qu'on est aussi les porte-parole de telle ou telle personne. Ça aussi, c'est important. À un moment donné, il faut toujours rappeler. Alors, je vais vous poser une dernière question, puisqu'on va clore ce premier débat. Et je rappelle que tous ces débats reviendront dans les assises de la presse qui auront lieu au mois de novembre. Là, c'est juste un petit aperçu. Est-ce qu'il ne se pose pas déjà en Guadeloupe un problème de transmission, c'est-à-dire de formation? Parce que quand j'ai fait le total des journalistes invités, il y a très peu de jeunes. Très peu de jeunes journalistes. Toi, tu es à la retraite, moi, je suis au bord de la retraite. Christian n'est pas un jeune. Je suis à la retraite. Déjà à la retraite. Donc, est-ce que le problème de la formation ne va pas se poser, ne se pose pas déjà dans notre pays? Jean-Philippe. Oui, je pense qu'il y a un problème. En même temps, il y a une jeunesse qui se forme. Mais est-ce qu'elle revient? Elle revient ou elle va prendre de l'expérience ailleurs, elle revient ici. Bon, je crois qu'il ne faut pas désespérer. Il y a quand même une relève qui est relativement... Il y a beaucoup de jeunes journalistes. La question de la formation est importante. Elle doit être au centre des assises de la presse. On en parlera. C'est une question qui a été posée en 1986 au Conseil régional quand nous sommes arrivés au pouvoir. C'est à l'époque Poteau, ça. Félix Poteau, qui est un homme de communication, un formidable communicateur, nous avons posé la question de la formation de journalistes, de techniciens en Guadeloupe, parce que nous, on avait dit à l'époque, il faut une presse qui représente le pays. Il faut que le Guadeloupéen se voit dans sa presse. Et c'est pourquoi on a créé une première école de formation de journalistes. Avec Novocom. On a formé plusieurs journalistes d'ailleurs qui sont... La majorité des journalistes qui travaillent actuellement dans les services publics de la presse ou les privés sont sortis de cette école que nous avons créée. Et c'est pourquoi on avait mis en place ce formidable projet de la Maison de la communication de la technologie, NTIC. Alors, vous savez, bon, les choses sont ce qu'elles sont. Politiquement, on nous a renversés. Et cette maison-là a été travestie à toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, c'est, comment qu'ils appellent ça? C'est la maison, la cité des métiers de la région. Bon, mais tout ce qui concerne technologie de la communication, etc., on a oublié. Et je dis ici, on avait investi des sommes colossales pour équiper le pays, notamment pour créer la première télévision libre. La télévision régionale, c'est la première télévision libre que nous avons créée. Absolument. D'accord? Donc, la question de la formation est fondamentale. Il faut former des jeunes et perfectionner ceux qui sont là. Il y a beaucoup de jeunes qui font. Il y a beaucoup de jeunes qui sont formés. Juste un tout petit dernier mot, puisque c'est déjà la première pause, Jacques, sur quel journaliste pour la Guadeloupe, comment tu pourrais conclure ça, toi? On l'a rappelé tout à l'heure, bien se former sous les fondamentaux du journalisme,
l'ancrage dans le pays, parce qu'il faut, on l'a vu tout à l'heure dans le petit reportage, il faut que nous puissions coller à la réalité de notre environnement, pas seulement la Guadeloupe, hein, Jean-Philippe le disait tout à l'heure, la Caraïbe aussi, pour que nous puissions participer à la construction de la démocratie. Ça, c'est fondamental pour nous. Mais les fondamentaux du journalisme et l'ancrage. Jean-Philippe? Je crois que c'est une belle conclusion. Et puis, il faut surtout saluer l'initiative de Christian Céleste de mettre sur le tapis ces assises, qui se concrétise, puisque c'est la première étape aujourd'hui avec ton émission. Et nous allons donc cheminer et puis associer justement le public pour savoir quelle presse ce public veut aussi pour la Guadeloupe. On ne va pas le faire dans notre coin. Juste un mot, Christian, un seul mot. Est-ce que le 25, tout est OP? Le 25, oui, ça marche. Il y aura cette fameuse conférence débat sur la liberté de la presse et des journalistes. À Rimini-Souta. À Rimini-Souta, c'est important. Nous y reviendrons. À partir de 18h30. 18h30, oui. Je vous remercie, messieurs. Deuxième thématique tout à l'heure. Quelles sont les attentes des Guadeloupéens par rapport à leurs médias? Pour l'instant, on prend la pause de cette première séquence. On se retrouve tout à l'heure avec d'autres confrères. À tout de suite. Voilà, nous sommes dans la deuxième séquence de ce débat sur le ZCL News, mais aussi sur des radios, radio RSA, radio Soufaya Altitude. Elle est aussi sur Zouk News, la radio de notre ami Vidal, et aussi sur RHT. Et on a déjà fait un premier débat. Deuxième débat, quelles sont les attentes des Guadeloupéens par rapport à leurs médias? On reçoit la directrice de Canal 10. Bonjour, madame la directrice. Bonjour, monsieur Danix Andronis. Lisa Rodriguez. On reçoit aussi Jean-Philippe Rangassami, directeur historique même, je veux dire, de RSA, Radio Soufaya Altitude. Bonjour. Bonjour. En fait, je fais office de directeur, mais je suis le président, effectivement, de l'héritier aussi. De la radio. Et l'héritier. Héritier, oui. Il faut le dire. Et nous avons hors antenne, mais avec nous dans les airs, Ronnie Béral, j'espère qu'il nous entend. Ronnie, bonjour. Bonjour Danick, je vous entends parfaitement. Bon, merci. Alors, c'est avec toi qu'on va commencer. Quelles sont les attentes des Guadeloupéens par rapport à leurs médias? On te pose la question et tu nous donnes ta réponse. Et puis, on vous posera la même question à Lisa et puis avec, bien sûr, Jean-Philippe. Alors, j'ai pas la prétention de détenir la vérité, mais moi, je pense que les Guadeloupéens attendent de leurs médias qu'ils soient proches d'eux, qu'ils soient attentifs à leurs problématiques, qu'ils relaient leurs problématiques également, puisque c'est le rôle du média. Mais par-delà tout ça, c'est vraiment le côté proximité. Je crois que on est sur un petit territoire où pratiquement tout le monde se connaît. Donc, je pense que la notion de proximité prend tout son sens quand on parle de médias dans un pays où on va faire ses courses, on rencontre ses auditeurs, ses téléspectateurs. Donc, forcément, oui, je pense qu'ils attendent de nous de la proximité et une justesse également de ce que l'on retranscrit, et ce qu'on leur diffuse également comme information. Alors, est-ce que, à ton avis, c'est difficile d'être un journaliste de proximité dans un pays de proximité? C'est toujours difficile de garder cette distance qu'il faut garder, parce qu'il faut de l'équidistance quand on est journaliste. Donc pour ne pas parler pour ne pas tomber dans des problèmes d'éthique, j'ai envie de dire qu'il faut quand même qu'on puisse garder cette équidistance qui malgré tout fait que nous soyons des gens qu'on fasse le métier en conscience, mais qu'on le fasse en même temps, avec cette déontologie justement qui nous impose d'être juste dans ce qu'on fait, peu importe. Effectivement, sur un petit territoire, on a tous un cousin, une cousine, un oncle, une tante, un père, une mère qui peut être sujet à des affaires ou des choses sensibles. Et la difficulté est là pour moi. Elle est là pour moi justement parce qu'on est un petit territoire où on se connaît. Donc c'est forcément plus difficile d'être un journaliste de proximité en Guadeloupe qu'à Marseille ou qu'à Lyon ou Paris. Bien, on reviendra vers toi tout à l'heure. Reste près de ton téléphone et je me tourne vers Lisa Rodriguez qui est donc la directrice de Canal 10. Canal 10 est connu comme étant la chaîne de proximité. Je profite de l'occasion pour rappeler, il y a quelques jours à peine, c'était l'anniversaire du décès de Michel Rodriguez, qui est fondateur de cette télévision de proximité. Alors comment, Lisa, vous vivez cette chaîne de proximité au quotidien, voilà? Alors d'abord, moi j'aimerais bien revenir sur la question que tu as posée, donc c'est-à-dire quelles sont les attentes des Guadeloupéens par rapport aux médias. Oui. Donc les médias, c'est pluriel. On a la radio, on a la télé, on a tous les réseaux sociaux qui sont
de plus en plus important. On a WhatsApp, on a Instagram, on a TikTok, maintenant on a Switch, on a d'autres réseaux on a Telegram. Donc c'est vrai que quand on parle de médias, il faut d'abord réfléchir à la cible. Quelles sont les attentes des différentes cibles? Parce que quel que soit le média à qui on s'adresse, on a forcément une cible différente et on a forcément des attentes différentes. Par contre, si je peux quand même essayer de trouver une généralité, je parlerai d'authenticité. Je pense que ce que les gens ont besoin, quel que soit le territoire, à mon sens, c'est qu'on soit authentique. Et l'authenticité, elle demande forcément différents points de vue. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez une information, l'information, elle doit être traitée de différentes façons. Avec, par exemple, on prend un sujet, je ne sais pas moi, la grève quelque part, forcément on a les syndicats, forcément on a la direction, forcément on a l'interlocuteur qui a posé le problème. On doit avoir une vision vaste. Et je pense que plus ça va, et plus les gens ont besoin de ça, d'authenticité et d'avoir quelque chose de large en termes d'information. Les gens maintenant ont tout à fait la possibilité et sont tout à fait prêts à se faire leur propre opinion. Je vais arriver à parler, à se faire leur propre opinion. Mais par contre, ce qu'ils ont besoin, c'est avoir quand même plusieurs informations différentes en fonction d'un point de vue. Alors, est-ce qu'on peut dire que la proximité, c'est l'ADN de Canal 10 ? Alors, pour revenir à Canal 10, donc d'abord, c'est une chaîne qui a été créée justement parce qu'il y avait un problème, un manquement en Guadeloupe, c'est que les gens n'avaient pas la parole. Les gens ne pouvaient pas s'exprimer. Effectivement, c'était un microcosme qui s'exprimait et la population ne pouvait pas s'exprimer. Donc, Canal 10 s'est créé pour donner la parole aux Guadeloupéens. Et c'est pour ça que nous sommes, et nous continuons dans cet ADN, à donner la parole aux Guadeloupéens, à faire en sorte... Pas seulement aux Guadeloupéens quand même, hein. Même aux non-Guadeloupéens aussi. Parce oui, à ceux qui habitent en Guadeloupe. D'accord, d'accord. D'accord, parce que oui, mais ceux qui... Oui, c'est vrai, à ceux qui habitent en Guadeloupe. Et l'idée, c'est de continuer avec cette authenticité. Oui. Et ce qui fait que les gens nous aiment, parce que quand ils regardent Canal 10, ils ont l'impression qu'on parle avec le cœur. Et on parle avec le cœur. Toutes les personnes qui travaillent ici, je ne pense pas dire de bêtises, ils travaillent avec le cœur. Et donc, ça se ressent à l'antenne. Et c'est, à mon avis, ce journalisme que les gens ont besoin de voir, d'entendre. Et surtout par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et avec cette multitude de médias où on est vraiment entre l'image, où maintenant tout est dans l'image. Quand vous regardez Instagram, tout le monde peut faire de la télé, tout le monde peut devenir son propre média. Oui. Mais voilà, en tout cas, quand on regarde Canal 10, on sait qu'on parle avec le cœur. Alors, je m'adresse à un directeur d'une radio associative. Il y en a beaucoup, il y a plus d'une vingtaine. Je rappelle que RSA, en ce moment, est en direct dans Sous ce débat avec RHT et Zouk News et peut-être une autre radio. Jean-Philippe, les attentes des Guadeloupéens dans une radio comme RSA, qui est située hors du périmètre urbain traditionnel, mais quand même qui résonne sur toute la Guadeloupe et sur le net, quelles sont les attentes ? En fait, Lisa a pratiquement bien illustré la chose. Hein. Donc, nous, en tant que radio associative, ce qu'on attend de nous, c'est donner la parole à ceux qu'on ne voit pas toujours, à ceux qui sont dans les quartiers, dans la campagne, etc. Donc, la radio, effectivement, de proximité, c'est notre ADN, en tout cas. Et je pense que c'est ce que, effectivement, donc, les Guadeloupéens ont besoin avec cet aspect d'authenticité dont parle Lisa. Mais en même temps, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'on prend un exemple comme Canal 10, normalement, une télé, donc voilà, la proximité, voilà, mais on a toujours l'impression que le Guadeloupéen a besoin, effectivement, à travers d'autres médias, un certain, donc, comment dire, crédibilité. Ils pensent que, bon, parce que ce sont des radios qui sont sur le terrain, ils ne sont pas forcément crédibles. On le voit. Si on prend, donc, Médiamétrie, la télé, donc, la première télé, c'est, voilà, mais on le voit sur le terrain quand même,
que Canadis, on a le sentiment que c'est ce média ont déjà compris quand même. Mais il faudrait, il faudrait qu'on puisse effectivement bien comprendre ça, parce qu'on a l'impression toujours qu'il y a cette ambiguïté qui persiste. Or, je l'ai entendu dans ton micro-trottoir, on parle, c'est la proximité. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin effectivement de vérité, parce qu'il ne s'agit pas non plus de, comme Lisa a dit, d'avoir un support, soit Facebook ou encore TikTok, et se dire qu'on est journaliste et on déballe des choses, etc. On aime bien ça en même temps, hein, parce que lorsqu'on voit les vues, donc on aime bien ça. Mais il faut qu'on soit honnête et crédible dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, effectivement, des radios comme Radio Sophia, RHT ou d'autres, ils ont ce créneau de proximité, parce que Canadis, par exemple, qui est l'ADN, leur ADN, c'est la proximité, ne peuvent pas tout faire. Donc ces radios-là aussi sont des complémentaires. Je prends un exemple. À un certain moment, la radio publique avait fait appel à nous pour apporter cette notion de proximité. Ça n'a pas abouti, parce que je pense qu'au niveau là-bas, donc ils ont dit bon, ok, d'accord, mais bon, mais c'est ça, c'est-à-dire que il faut que nos radios associatives, nos médias, donc qui sont sur le terrain, fassent davantage pour que donc cette communication de proximité que demandent effectivement les Guadeloupéens. On le voit donc parmi les grèves en 2009. Ça a été donc très bien illustré. Ce ne sont pas les médias traditionnels qui ont porté l'information. C'est les autres. Donc, Canal 10 a joué un rôle important dans ça. Et les Guadeloupéens se sont effectivement appropriés ce média. Pourquoi? Parce que c'est un média qui a sans mieux, c'est média. La baseline de Canal 10, c'est Télé en nous. C'est ça, voilà. Donc, on a besoin de ça. Quelqu'un a cité Ibo Simon et Timalon, etc. C'est ça, on a besoin d'avoir donc des images de notre population, parce que de la vie quotidienne. La vie quotidienne, la personne qui vit à Basse-Terre, c'est pas la même chose qu'à Grande-Terre. Voilà, on a envie de sentir donc. Et je dis ça gentiment avant qu'on regarde le deuxième micro-trottoir. Beaucoup de choses qui se font sur Canal aujourd'hui et même dans les radios associatives sont reprises par les médias dominants. Hein. Mais oui. De plus en plus, y compris les animateurs. On regarde le deuxième micro-trottoir sur les attentes des Guadeloupéens par rapport à leurs médias. C'est parti. On attend des médias un peu plus de sérieux, et puis qu'on stoppe les mensonges. Stopper les mensonges, arrêter couillonner, arrêter faire du n'importe quoi. Vraiment une amélioration pour qu'on puisse bien comprendre vraiment ce qu'ils nous disent. Parce que nous, en tant qu'Antillais, on aime bien comprendre ce qu'on dit quand même sur ce qui se passe en Guadeloupe ou sur les Antilles, quoi. Qu'ils disent la vérité. Peut-être plus de précision sur tous les articles. Je trouve que des fois, il y a un manque de recherche. Je n'ai pas d'attente particulière des médias. Parce que pour moi, ça reste un cercle vicieux. Moi, je suis pas très simple. Rien, en fait. Je regarde jamais la télé, je regarde rien. Je suis hors système, moi, vous savez. Qu'ils disent la vérité et qu'ils fassent des enquêtes. La vérité, qu'ils aillent au plus profond de leur enquête et de savoir le comment du pourquoi. On attend un petit peu plus, hein. Parce que quand je dis on attend un petit peu plus, des fois il y a des informations qui passent entre les filets. Et après, c'est plutôt sur les réseaux qu'on a des nouvelles. On n'a pas de journalistes d'investigation, on n'a plus d'informations, on va dire, de bonnes informations. Et quand je parle de bonnes informations, des informations vraies. J'attends des médias locaux qui nous montrent la vérité, les choses qui ne sont pas dites au grand jour, qui enlèvent ce filtre et qui soient plus authentiques. L'information, la bonne information. Qu'ils nous apportent l'information, mais la vraie information. Les médias, au final, on ne s'en rend pas compte, mais c'est ce qui prend une grande partie dans nos vies. Et beaucoup de personnes se fient qu'aux médias, oublient le reste du monde, ce qu'on pourrait découvrir de nous-mêmes dans la vie en général. Et c'est dommage, quoi. On revient vers Rony Béral. J'espère qu'il est encore en ligne. Rony, tu es là? Bon, on va le retrouver tout à l'heure. Lisa, alors, et Jean-Philippe,
investigation, vérité, bonne information. Ça fait beaucoup. Mais c'est surtout que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, un média, avant d'être un média, c'est une entreprise. Et on est pris par une question économique qu'on ne peut pas mettre de côté. Et si on n'a pas les hommes pour faire de l'investigation, ben, on peut pas. On peut pas. Donc, avec les peu de moyens que nous avons, nous, on essaye de faire un petit peu. Mais c'est clairement pas... On peut pas faire une investigation qui va passer des semaines, des mois exactement, pour un sujet. Exactement. On a Ronnie Béral. Ronnie? Je l'ai entendu, regardez. Les Guadeloupéens demandent plus de vérité, plus d'investigation, de la bonne information. En tant que journaliste de ce que j'appelle les médias dominants, est-ce que tous ces critères-là, bonne information, vérité, etc., sont des critères qui sont retenus dans l'information que vous faites? Bien sûr, bien sûr. Et quand j'ai parlé de déontologie tout à l'heure, je faisais allusion à ça. J'ai bien vu et entendu le micro-trottoir. Les gens ont parlé de sérieux, de précision, de vérité. La bonne information est revenue à 2 reprises. Et puis, on a également parlé d'investigation. Alors, justement, je reviens d'un séminaire avec des journalistes d'investigation dans la Caraïbe. C'est à Porto Rico, ça s'est terminé samedi dernier. Avec des journalistes de toute la grande région Caraïbe, mais au-delà, puisqu'il y avait des Péruviens, des Vénézuéliens, des personnes présentes. Et c'est un domaine qui est quand même un domaine assez complexe et compliqué, surtout dans des petits territoires. Plus le territoire est petit, plus c'est difficile d'investiguer, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que justement, cette espèce de proximité qui peut exister quand on est sur un petit territoire peut justement contraindre ces personnes-là à vouloir se cacher parce qu'elles se sentent parfois menacées. Donc ça aussi, il faut bien l'entendre. Donc ça rajoute à ce que je disais tout à l'heure, que c'est pas toujours facile d'être journaliste sur un petit territoire, surtout quand on se connaît tous. Voilà, parce que on sort de son média, on rentre dans son quotidien ou dans sa famille où on va faire ses courses, on rencontre les personnes qui, il y a 2 minutes, vous écoutaient à la radio. Maintenant, oui, toutes ces questions-là sont à prendre en considération, tous ces aspects-là sont à prendre en considération. Mais moi, je veux vraiment globaliser le média. Et quand je parle de média, parce qu'aujourd'hui, il y a un phénomène où tout le monde se veut journaliste. Hein. On a un téléphone en main, on est journaliste. À mon avis, c'est pas ça, le journaliste. Parce que le journaliste, c'est d'abord celui qui va vérifier l'information qu'il diffuse. Et très souvent, on a tendance à balancer des choses comme ça, sans vérifier le pourquoi du comment, et on s'estime journaliste. Donc aujourd'hui, pour moi, le Guadeloupéen attend vraiment que les gens soient sérieux et que les gens, justement, soient précis dans ce qu'ils donnent, ce qu'ils diffusent comme information. C'est ça la base. Je dis souvent, le journalisme est un métier. Alors, Jean-Philippe, en général, dans les radios associatives, il n'y a pas encore réellement de rédaction et d'information. Est-ce que comme Lisa dit, c'est une question de moyens? C'est une question de moyens et c'est surtout de moyens parce que ça coûte cher quand même. Hein, donc d'avoir quelqu'un, donc une rédaction, ça c'est des journalistes, des preneurs de son, etc. Ça coûte excessivement cher. Donc on ne fait pas effectivement du journalisme, on fait de l'information, donc avec nos émissions, etc. Mais le principe reste le même, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas attaquer une émission si on n'a pas vérifié donc les informations, parce que souvent on reçoit des gens et il faut être neutre, parce que les gens, vous avez vu hein, dans le micro-reportage, donc ils ont parlé, micro-trottoir, ils ont parlé de vérité. C'est-à-dire que dès que les gens vont pouvoir vérifier eux-mêmes l'information et ils voient que il y a un problème chez vous, eh bien, ils vont tout de suite passer à autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, on peut facilement vérifier donc si telle et telle information donc a été bien relayée ou voilà. On a parlé d'investigation. C'est vrai que il manque beaucoup, effectivement. Voilà. Je vais prendre un exemple. Souvent, il y a des sujets qui sont abordés donc, en Guadeloupe, des sujets sensibles. On sent bien que tel média ne veut pas y toucher, donc, parce que ça risque de mettre en cause une convention qu'on a avec telle ou telle collectivité.
malheureusement, ça tourne souvent autour de ça. Et, ça sera abordé par les assises, ces questions. Hein, voilà, donc, et lorsque on a parlé de liberté de la presse, j'ai envie de dire, bon, tant qu'on va être dans cette configuration, ça va être quelque chose de très compliqué. Hein. Vous avez parlé de DIRCAB tout à l'heure, qui appelle, etc. Mais les gens... Ça arrive. Ah oui, mais non, je suis bien placé pour en parler. Et je vais dans une... sans t'envoyer de fleurs, hein, donc c'est souvent que je vais sur le site de CCN News, où je suis quelqu'un, j'aime pas trop lire, mais je vois que les choses, on sent que il y a quelque chose qui a été donc bien pondu, donc renseigné, etc. Et là, on comprend mieux. On comprend mieux pourquoi tel média n'a pas traité ce sujet-là, on comprend mieux pourquoi. Et la population, effectivement, a besoin de ça, a besoin, effectivement, de tous ces éléments. Et tant que, lorsque vous parlez de médias dominants, et tant que ces médias dominants n'ont pas compris ça, parce que donc, un journal, c'est à peine 10 minutes, donc on ne va jamais en profondeur. Et même lorsqu'il y a débat, on sent vraiment que les choses, voilà, on n'arrive pas à parler, etc. Donc la population, effectivement, a besoin de vérité et a besoin d'investigation. Alors, Lisa Rodriguez... Attends, juste pour revenir, la vérité, parce que tout le monde, la vérité, mais qu'est-ce que c'est la vérité? Qui détient la vérité? C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quand il y a... on va parler du Covid, mais bon... C'est tellement complexe. Qui détient la vérité? La vérité vient d'où? Elle vient du gouvernement, elle vient du syndicat. On ne peut pas dire que... moi, j'avoue que quand on dit la vérité, j'aimerais qu'on me dise quelle est la vérité. Et c'est pour ça que je disais qu'elle était multiple, et c'est pour ça que je disais que c'est les différents points de vue de chaque personne qui vont permettre au téléspectateur, à l'auditeur, de se faire quelque chose, une opinion. Par contre, effectivement, il y a des faits. Oui. Les faits restent les faits. Mais après, il y a des interprétations où là, la vérité, ça reste un peu... Alors, je voulais juste faire une petite remarque, Lisa, c'est que progressivement, Canal 10 s'est investi dans l'information. Parce qu'il y a peut-être 20 ans, à l'époque du Michel Rodriguez, il n'y avait pas encore de rédaction. Et aujourd'hui, c'est une rédaction. Alors, une rédaction, ça coûte cher. Ah oui, ça rapporte rien. Ça rapporte rien, même pas de l'audience. Non, je rigole. Après, il ne faut pas oublier que effectivement, on a une ligne éditoriale, Monsieur Dankalabianti, et après, on décide de ce qu'on veut mettre dans le média. Donc, c'est vrai que l'information, c'est un bien grand mot, hein. Mais en tout cas, on essaye de montrer ce qui se passe dans le pays. Et l'idée, c'est de montrer le plus de choses possible. Donc, c'est vrai que les informations, pour ça, c'est bien. Parce qu'on peut montrer un petit peu ce qui se passe partout. Oui. Et effectivement, nous, on travaille beaucoup avec les communes. Et avec ces informations, ça nous permet de montrer ce qui se passe. Ça peut pas... Parce qu'encore une fois, l'information, qui est-ce qui décide que ça, c'est de l'information et c'est pas de l'information? Tout ça, c'est compliqué. Les responsables de communication qui le font. Non, mais c'est des vraies questions. Donc, c'est vrai. Donc, c'est vrai que, parce que tout est intéressant, tout est de l'information, tout est, à partir du moment où on découvre quelque chose, on peut appeler ça de l'information. Woni, une dernière question, puisqu'on va terminer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette question des attentes des Guadeloupéens par rapport aux médias, il va falloir qu'on l'approfondisse pendant les assises? Il va falloir l'approfondir pendant les assises, mais je pense qu'on a... vous avez déjà bien défriché le terrain, puisque Canal 10 est un média de proximité et qui colle aux attentes des Guadeloupéens, comme Radio Sofaya colle aux attentes de ceux qui écoutent Radio Sofaya. Donc je pense qu'on va rien inventer, on va rien réinventer non plus. Hein. Aujourd'hui, les gens qui écoutent RCI, par exemple, savent pourquoi ils écoutent RCI. Les gens qui regardent Canal 10 savent pourquoi ils regardent Canal 10. Donc je pense que chacun a son auditoire parce que chacun répond quelque part aux attentes des Guadeloupéens. C'est un peu ma vision de la chose. Bien, on vous remercie tous les trois. Bien évidemment, je l'ai dit, c'est un petit débat en attendant des ateliers, puisqu'il y a des ateliers pour ces assises au mois de novembre. Et je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas encore en ligne, que Radio Sofaya est en direct, RHT aussi et Zouk News. On est bien sûr sur C10 FM aussi et Canal 10. Et je rappelle enfin
que le 25 mai, c'est-à-dire dans 2 semaines, nous serons à Rimini-Souta, et cette fois-ci avec le public et avec un avocat qui va aborder la question de la liberté de la presse en public, et vous pouvez intervenir directement en venant à la salle Rimini-Souta. Attention, la salle n'est pas très grande, donc prenez vite vos dispositions. Voilà, merci Lisa, merci Rony, merci Jean-Philippe. Et deuxième thème terminé pour l'instant. On va aborder le troisième dans un instant. Le journalisme est-il libre? Nos confrères, oui, nos confrères seront là. On prend la deuxième position tout à l'heure pour la troisième séquence. Voilà, nous sommes dans la troisième partie de ce débat dans le cadre des assises de la presse guadeloupéenne, puisque depuis déjà pratiquement près d'une heure, nous sommes avec des journalistes de plusieurs médias, et on continue, puisque nous sommes avec notre consoeur de France Antille. Bonjour Annick. Bonjour Annick, bonjour à tous. Annick Fabrice, avec elle Olivier Lancien du média dominant, Guadeloupe Première. Bonjour. Annick, bonjour à tous. Et notre ami André Jean Vidal de Caribe Info, entre autres, qui a été journaliste, je ne sais même plus depuis combien d'années, au fait. 40 ans. 40 ans déjà. Bon, alors, avant de vous poser la première question, puisqu'on va parler du journalisme est-il libre, je vais vous faire voir une petite citation, extraite d'un livre qui m'a beaucoup servi quand j'étais étudiant. Ça s'appelle « Journalisme et tiers-monde ». Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est une citation. « La différence essentielle entre le rôle du journaliste du tiers-monde et celui de ses confrères d'autres pays est qu'il écrit pour et sur une nation ou une société dont l'existence en tant qu'entité souveraine est toute récente. Le pain quotidien du journaliste du tiers-monde est un monde plein de vicissitudes. Ainsi, il ne peut pas prévoir que l'attitude des dirigeants politiques sera d'une cohérence sans faille, que son chèque de paie lui permettra d'acheter à peu près la même quantité de nourriture chaque semaine. À cause de l'inflation, ça tombe bien. Ça a été écrit dans ce livre-là, qui a été ma Bible quand j'étais étudiant. Et je me souviens, quand j'étais à l'école de journalisme, la plupart des jeunes qui étaient avec moi disaient « Mais non, on ne va pas lire ça, le tiers-monde, nous ne sommes pas dans le tiers-monde. » Bref. Alors, messieurs, madame, on va commencer par la dame. Le journalisme est-il libre en Guadeloupe? C'est un vaste propos, j'ai envie de dire. Hein. Et comme tout à l'heure, la citation dit bien, il y a peut-être une différence de traitement, ou en tout cas, on se situe différemment quand on est dans un pays du tiers-monde ou un pays dit libre, j'ai envie de dire, développé. Personnellement, moi, je ne parle que de ce que je connais et de mon expérience personnelle. Je me sens libre. Après, c'est vrai qu'on a, on ne peut pas nier qu'il y a toutes sortes de pressions. Alors souvent, quand on parle de pression, on pense souvent qu'à la pression politique. Oui. Mais il n'y a pas que la pression politique. Il y a aussi dans la vie quotidienne, moi, je peux donner un exemple. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, une famille qui a un enfant qui passe devant le tribunal parce qu'il a tué quelqu'un. Vous avez toute la famille sur le dos qui vous appelle, qui vous menace, qui écrit à votre directeur. Et voilà, je veux dire, la pression, elle est sociale. Elle est sociale aussi. Elle est aussi sociale, elle est politique. Parfois. Économique aussi, économique. Après, chaque média a, comment j'allais dire, a des moyens de subsistance qui sont différents. On sait très bien que pour beaucoup de médias, avoir de la publicité, c'est essentiel. Donc, bien évidemment, certains chefs d'entreprise ont la tentation parfois de vous dire ce que vous devez écrire, vous tenir la plume en quelque sorte. C'est des choses contre lesquelles il faut se battre. Sans arrêt et faire valoir son métier. Et souvent, on peut répéter à l'envi qu'il y a une différence entre communication et information. Il faut le répéter à l'envi, il faut l'expliquer. Mais personnellement, ça fait une trentaine d'années que j'exerce ce métier. Je me sens libre d'écrire ce qu'il me... Alors souvent, on dit, hein, loin de soi, prenne création. Oui. Donc forcément, tout ce qu'on écrit est un peu entaché de ce qu'on est. Oui. Ça, on peut pas le nier. Après... en tout cas, moi, j'essaie d'être cohérent, de ne pas oublier que je suis là pour informer, en tout cas, moi, ce qui me concerne, France Antille, d'informer les lecteurs et d'essayer d'être le plus fidèle possible de ce qui s'est dit et de ce qui s'est fait. Après,
Après, chacun interprète, chacun voit selon soi. Mais personnellement, je me sens libre. Et ne pas dire que la pression, elle n'existe pas. Oui, elle existe. André-Jean Vidal, il disait tout à l'heure, il a eu 40 ans de journalisme en Guadeloupe. Est-ce que c'est 40 ans de liberté? Pour moi, ça a toujours été la liberté intégrale. Je me suis fait ma liberté. Oui. Pourquoi en relatant des faits, en les commentant parfois, si jamais je me sens inspiré, et puis surtout en ne diffamant pas d'injures, pas de contre-vérité, pas attaquer pour attaquer. On peut en vivant, en utilisant cette méthodologie, on peut faire un journalisme tout à fait libre. J'ai jamais eu le sentiment, bon, il y a bien eu quelques petites pressions. Pourquoi dit au Cam t'a appelé un jour? Il y a toujours, oui. Mais je sais très bien comment c'est. Il y a parfois petit peu de... Il y a des remarques de la direction. Moi, j'ai travaillé, on va le dire, à France Antilles, comme Annick travaille à France Antilles, on se connaît, et c'est très bien comment c'est. Petit appel téléphonique, oui, tu as été un peu fort là, oui, j'étais un peu fort. Et l'autocensure. Et puis tu sais, la fois suivante... Oui. Tu vas aussi fort, et puis il n'y a plus personne qui... On ne t'appelle plus pour ce... Ça, on a compris que tu ne laisses pas faire, c'est tout. Hein. Et puis il y a il y a les politiques, petites menaces peu voilées, menaces directes, parfois même des gens qui vous disent « je vais vous flanquer un coup de poing ». Ah bon? Oui, non, c'est folie, quoi. Les mêmes qui, quelques années après, vous sautent au cou pour vous embrasser, quasiment, quoi. Ça veut dire que, voilà, quoi, parfois. Hein. Et puis, économique aussi, oui, bien sûr, oui. Alors, André, est-ce qu'aujourd'hui tu es responsable de Caribe Info? C'est ton journal. Oui. Est-ce que tu es plus libre qu'à l'époque France Antilles? Ou c'est pareil? Je suis tout aussi libre, sauf que j'ai une liberté que je n'avais pas. C'est-à-dire que si j'ai envie qu'on traite tel ou tel sujet, je n'ai même pas à me poser la question. Oui. Est-ce que tu n'as pas de rédacteur en chef à consulter avant? Il n'y a personne à consulter avant que l'équipe, parce que... on m'a toujours dit, oui, mais toi, tu es ici, tu es là, tu es un vieux journaliste et tout, tu connais, etc. Moi, je me suis fait relire par des jeunes journalistes. Ça ne me dérange pas d'être relu par quelqu'un. Je suis pas, on n'a pas la science infuse, hein, Nick, Olivier. C'est bon de se faire relire par quelqu'un de plus jeune dans le métier, qui va peut-être vous faire une remarque, vous allez vous dire, ouais. Bon, voilà, avec la force de l'habitude, oui. Ça, je suis passé un peu à côté, voilà, parce que... Mais la liberté, oui, je pense que malgré tout, on est libre, hein, quand même. À partir du moment où on ne sort pas d'un cadre... faut parler de vertu un peu, quelque part. Oui. Bon, ça va, quoi. Mais on peut dire beaucoup de choses... On a une marge, on va dire. On peut dire beaucoup de choses d'une certaine façon, quoi. On peut en dire beaucoup. Les gens qui savent lire comprendront, voilà. Alors Olivier, je dis sans ironie que Guadeloupe Première c'est un média dominant avec RCI. Je le dis souvent. Est-ce que dans un média tel que Guadeloupe Première, parce que tout à l'heure on parlait de journalisme de préfecture que tu n'as pas connu, à l'époque, souvent André a dû connaître ce qu'on appelle le journalisme de préfecture, est-ce qu'aujourd'hui, à Guadeloupe Première, on se sent comme journaliste libre? Oui, on se sent journaliste libre. Je n'ai jamais connu de coup de téléphone de XY. Même pas de DIRCAB. De DIRCAB, oui. Ça, c'est dans des discussions, un peu vives ou enflammées. Après, on ferme le téléphone et puis c'est bon, on refait on fait son travail, on fait comme André-Jean. On ne refait pas son travail. Non, on fait son travail. On continue de faire son travail. On continue de faire son travail. La fois d'après, c'est tout aussi dur et il n'y a plus d'appel. Ouais. Non, je pense qu'en Guadeloupe, on est libre. Guadeloupe Première, les journalistes, je le pense, sont libres. Je n'ai jamais reçu de coup de fil, par exemple, de préfecture de l'État ou autre. Et l'autocensure? Alors, pour revenir à la phrase de tout à l'heure, oui. Des fois, il faut se poser la question de l'autocensure. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Et forcément, compte tenu du contexte, on dit les choses, mais on choisit les mots pour le dire. Oui, pour ne pas choquer. Alors, on va regarder un peu notre micro-trottoir, puisqu'on en a fait pour chaque thème. Sur le thème « Le journalisme est-il libre en Guadeloupe ?» Réponse des citoyens qu'on a rencontrés. S'ils sont libres? Je suppose.
Mais il faut qu'ils soient libres. Alors pourquoi ils ne sont pas libres? Je vais vous dire, hein, j'ai vu pour le Covid, certains journalistes se sont donné leur avis. Et puis ils ont été mis au placard tranquillement, sans faire trop de bruit. À part quelques-uns qui n'aiment pas qu'on leur barricade la bouche, on va dire. Sinon, non. Certains. Ça, c'est pas pour faire de la publicité, hein. Mais au niveau de Canal 10, vous êtes un peu plus libre. Vous êtes beaucoup plus libre. Tandis que dans les autres, ils sont constipés. Hein. Libre? Oui et non. Sur le papier, on dirait oui, mais après, bon, dans certains médias, je pense que non. Bon, forcément, il y a forcément une ligne éditoriale, donc ils doivent suivre, quoi. Non, ils sont pas libres. On les empêche. Je pense qu'ils ne sont pas totalement libres parce qu'il y a des lois justement auxquelles ils sont régis. Donc ils ne sont pas totalement libres, mais justement, il faut qu'ils aient plus de liberté d'expression. Ouais, ils sont libres, ouais. Non, pas du tout. Ils sont les journalistes. Aujourd'hui, en tout cas, sous l'ère de Macron, ils ne sont pas libres. Personne n'est libre. Donc les journalistes, forcément, ils ont une certaine limite. Non, je ne pense pas que les journalistes sont libres parce qu'il y a très peu de radios libres. En fait, toutes les radios appartiennent à quelqu'un pour la plupart. Donc, il faut quand même rester fidèle à sa ligne éditoriale. Il ne faut pas dire trop de choses. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une liberté d'expression vraiment en France. Je pense pas. Je pense pas, non. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de dire. Bon, alors voilà ce que pense le citoyen. Bon, c'est pas un sondage Calistat, hein, je le dis tout de suite, ce sont des propos recueillis à la sortie d'un supermarché. Qu'est-ce que vous en pensez, Annick? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que quand on ne va pas dans le sens des gens, quand ils n'entendent pas ce qu'ils ont envie d'entendre, ils disent que vous n'êtes pas libre. Parce que ce que vous dites ne correspond pas à ce qu'ils pensent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je trouve qu'il y a un certain mythe. C'est-à-dire que pour les gens, on peut pas être libre de dire ce qu'on veut. Donc, forcément, l'information, elle est falsifiée. Forcément, le journaliste, on lui demande de se taire. Forcément. Et puis, on est aussi dans une société aujourd'hui, on conteste tout. On est dans une société où on ne fait confiance à personne et qu'on se fie à ce que l'on pense. Et puis, on est dans une société aussi où les gens croient que on peut tout donner de façon brute, il ne faut pas analyser, il ne faut pas dire, ben voilà, il y a ça, mais il faudrait peut-être le lire ainsi et pas ainsi. Non, tout ce qui est dit, il faut leur donner tout, le rush, le truc, le machin, et puis on est là, on regarde toute la journée, on n'a plus le sens de l'analyse, plus le sens de la critique, et c'est bien. Je crois que... Mais c'est une tendance. Mais voilà, moi je pense que... Moi je suis libre de dire ce que je veux. Olivier, est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui empêchent le journaliste d'être libre ou au contraire? Ah non, je ne dirais pas que les réseaux sociaux empêchent d'être libre. Sauf que l'auditeur, le lecteur, le téléspectateur voit ce qui se passe sur les réseaux. Il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et pour ces personnes-là, enfin pour la plupart, c'est parole d'évangile, c'est vrai. Et que les médias, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, ne relatent pas. C'est que, bon, il y a le loup derrière, c'est pas bien. Sauf que ce qui est sur les réseaux sociaux, nous, on doit vérifier, on doit contextualiser, on doit donner la parole à l'autre. Ce n'est pas forcément une information de but en blanc qu'on va livrer comme sur les réseaux sociaux dans les médias. C'est pas possible parce qu'il y a des règles à respecter. Il y a une ligne éditoriale. Il y a une ligne éditoriale, oui. La ligne éditoriale ne veut pas dire censure. Oui. Et donc, il y a tout ça à faire, tout un travail à faire. Le média, qu'il soit privé, qu'il soit public, n'est pas le réseau social. Il faut être sûr de ce qu'on dit. Oui. C'est pas parce que c'est sur Instagram ou sur Facebook ou je n'en sais rien que je ne vais pas vérifier. Il faut que je vérifie et moi, je ne dirai que ce dont je suis sûr, dans ce que j'ai pu vérifier. Mais je ne vais pas les dire, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux forcément, parce que quelqu'un, un jour, s'est levé un matin, a décidé de jouer journaliste et raconte tout et n'importe quoi, sans jamais aller vérifier que ce qu'il dit, c'est vraiment fait, c'est vraiment réalisé. Donc forcément, par rapport au journaliste qui a vérifié et qui ne donne
que ce qu'il a pu vérifier, on va dire oui, mais le journaliste, il dit pas ça, alors que sur les réseaux sociaux, il y a ça. Donc forcément, il se censure, effectivement, il est payé par quelqu'un, et voilà. Tout à l'heure, dans le précédent thème, il y avait un micro-trottoir où les gens disaient que ce qui manque en Guadeloupe, c'est le journalisme d'investigation. Mais le journalisme d'investigation, c'est très cher. Ah, le journalisme d'investigation, effectivement, c'est très cher, c'est très long pour faire un bon sujet d'investigation. Il faut une semaine, peut-être 15 jours, même ou plus, 3 semaines. Ou même plus que ça, un mois, 2 mois, même une année. Même une année. Il y en a même qui ont passé 4 ou 5 ans sur un sujet parce que, voilà, quoi, à ne faire que ça. À ne faire que ça. Parce que c'est... Et puis c'est cher, effectivement, oui. Et puis l'investigation, moi, je trouve... c'est très intéressant ce qui a été dit par les gens là, dans le micro-trottoir. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, on dit plein de choses. Hein. On dit plein de choses. Parce que ceux qui s'expriment sont courageux, hein, sous le couvert de l'anonymat. Hein. Voilà. Et puis, nous, journalistes, on n'est pas courageux, quoi. On n'est pas courageux, on ne va pas au fond. Oui, mais nous, on a des faits, on enquête autour. On sort des petites choses autour, on sort parfois des grosses choses autour. Hein, quand on regarde Mediapart, bon, ils sortent de grosses choses autour. Mais enfin, bon, c'est une armée. Hein, c'est pas un type qui dans son coin appelle des gens, rencontre, etc. Qui donne des infos aussi. Exactement, oui. Chose qui n'est pas le cas. Chose qui n'est pas le cas en Guadeloupe. En Guadeloupe, on vous donne un scoop. Ah oui, d'accord. Mais je peux te citer. Ah non, surtout, je dis pas que c'est moi, dis pas que c'est moi, voilà. Dis pas que c'est moi. Et puis parfois, vous avez même des élus qui vous disent quelque chose, vous l'enregistrez, et qui après, quand ils se font taper dessus par des gens parce qu'ils ont dit des bêtises, j'ai jamais dit ça aux journalistes. Hein. Et moi, quand les gens m'appellent, j'appuie sur le bouton et je fais écouter, je dis oui, allez revoir votre élu et puis débrouillez-vous avec lui. Hein. Alors, je vous pose à tous les trois la question, qu'est-ce qui fait que les gens qu'on a vus dans la rue, bon, je dis bien que c'est pas un sondage, pensent que nous ne sommes pas libres? À votre avis, pourquoi ces gens-là disent ça? Est-ce que, comme Annick dit, c'est parce qu'on ne va pas dans leur sens ou... Ce qu'a dit Annick, c'est vrai, on ne va pas dans leur sens, on ne leur fait pas plaisir, on ne va pas... Mais, on ne les flatte pas. On ne les flatte pas, c'est ça. Ou on ne flatte pas parfois leur mauvais penchant. Oui. De critiquer X pour critiquer X parce qu'ils n'aiment pas X, ou critiquer Y, ou dire telle chose plutôt qu'autre chose. Attaquer une décision du gouvernement, même si, en fin de compte, bon, elle est pas, c'est une décision qui s'applique à tout le monde et qui est pas, bon, je parle pas là de la loi du 5 août, etc. Je parle pas de cette loi-là, mais il y a des lois qui s'appliquent comme ça. Mais alors, on critique. Et c'est pas qu'ici, hein. Écoutez France Inter et les autres médias, mais là, c'est même plus de la liberté. Ils sont partis en live, hein, là. Hein, c'est de l'attaque permanente. C'est de l'attaque permanente. Nous, on reste quand même... On peut attaquer sur la débile, mais on reste des journalistes sérieux. Moi, je trouve qu'en Guadeloupe, on est quand même des journalistes sérieux. Hein, sérieux et compétents. On n'est pas des bénis oui-oui. Et ça, on pense qu'on est des bénis oui-oui. Parce que c'est une société où on se connaît tous. Les élus connaissent tous les journalistes connaissent tous les élus, connaissent le monde économique, etc. On se connaît tous. Il y a 350 000 personnes. En fin de compte, bon, en une vie, on se connaît tous. Mais ça n'empêche pas qu'on dit les choses. Et justement, tout à l'heure, on en parlait dans la thématique précédente. Est-ce que la proximité facilite ou au contraire rend plus difficile la liberté? Parce que beaucoup de gens disent oui, nous aimons bien un journalisme de proximité, mais de proximité, ça veut dire qu'on rencontre tout de suite celui qu'on a critiqué. Et c'est beaucoup plus difficile d'être ce journaliste de proximité parce qu'à un moment donné, si une personne est impliquée, qu'on la connaît, il va falloir mettre cette personne de côté et faire son travail, enquêter. Et là, ce sont un froid qui s'installe, donc il y a cette problématique-là. Mais pour répondre à la première question, en fait, aujourd'hui, on a accès à beaucoup de choses, à tellement de sources, tellement d'informations que le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur attend une validation de ce qu'il a vu par les médias, par les journalistes. Et lorsqu'il n'y a pas cette validation, tout ce qui a été vu est désormais pris comme parole d'évangile.
donc on est forcément menteur. Nous, on n'a pas fait notre métier. Voilà. Oui. Annick, quelle est la une de France Antilles ce matin? Je t'ai demandé d'emmener le journal, alors. Mariage pour tous. Tu vas commenter en direct, oui. Mariage pour tous, la Guadeloupe à la traîne. Oui. Parce que ce sont les 10 ans cette année du mariage pour tous. Donc on a voulu faire un petit regarder de plus près, savoir si en Guadeloupe il y a eu beaucoup de mariages pour tous en 10 ans. Il s'avère que non. En 10 ans, il n'y en a eu que 40. C'est peu, très peu. Ça ne veut pas dire pour autant que les personnes homosexuelles ne se marient pas, mais préfèrent aller se marier à l'extérieur pour éviter la pression. Et en fait, notre pays est particulièrement homophobe. Donc, nous avons interrogé quelques personnes concernées qui ont préféré garder l'anonymat puisque la pression est énorme sur ces personnes. Ce que disait André-Jean Vidal, d'ailleurs. La pression est énorme sur ces personnes. Nous sommes dans un petit territoire. Et moi, je n'ai pas regardé les réseaux sociaux depuis que l'article est sorti, mais j'ai des collègues qui sont plus jeunes que moi et qui m'ont dit que ça chauffe sur les réseaux sociaux. J'imagine. D'ailleurs, pourquoi France Antilles en parle? Oui. D'accord. On n'a même pas à en parler parce que c'est un non-sujet. Ou alors des gens qui se vantent d'être homophobes. Et ça répond, je pense que ça répond à toutes les questions qu'on vient d'aborder aujourd'hui. Nous sommes un petit territoire. Les gens qui vous disent, les mêmes personnes qui vous disent, mais oui, mais les journalistes ne sont pas libres, les journalistes ne parlent pas de ci, de ça. Mais quand on leur parle de sujets qui les dérangent, oui, les journalistes, à ce moment-là, deviennent des personnes non fréquentables et des mauvais journalistes. Donc, c'est un peu compliqué. Et voilà. Et pour dire tout à l'heure, pour revenir à ce que disait Olivier, moi, je me souviens de deux anecdotes qui sont... je me souviens, à un moment donné, je couvrais beaucoup les conseils municipaux à Port-Louis. Et chaque fois que j'avais fait un papier, parce que des fois, c'était le bordel dans le conseil municipal, pour parler de façon triviale, et que je faisais un papier pour raconter ce qui s'est passé, les gens se sont insultés, invectivés, et le maire, il ne savait plus quoi faire, etc. Moi, j'habitais Port-Louis à l'époque. J'avais le lendemain matin sur ma voiture un bouquet de fleurs. J'ai jamais su qui m'a mis ce bouquet de fleurs. Est-ce que c'était quelqu'un pour me menacer? Oui. Ou est-ce que, en plus, la personne prenait les fleurs dans mon jardin? Est-ce que c'était pour me menacer? Ou est-ce que parce que la personne était contente? Oui. Je n'ai jamais su. Je ne saurais jamais. Et je ne saurais jamais. André-Jean Vidal, la une de Karim Info cette semaine, on fait demain. Bon, moi, je dirais tout simplement la couverture de l'hebdo. Oui. De samedi dernier, oui. C'était à les Outre-mer, avec bien sûr toutes les problématiques dans les Outre-mer, parce que les Outre-mer, bon, ça n'existe plus les Outre-mer d'ailleurs. Non, comme la métropole, ça n'existe plus. Ça fait des années que je dis que la France que la France n'est plus une métropole depuis très très longtemps. Jamais utilisé. Moi, j'utilise Hexagone. Oui. Hexagone, comme ça, voilà. C'était ça. Il y avait 8-10 pages, je me souviens. Ça doit être compliqué pour Guadeloupe Première. C'est quoi la une aujourd'hui, Olivier? La une d'aujourd'hui, on la verra demain. On la verra demain. Non, il y a eu quand même. Il y a une mobilisation. On a eu un reportage tout à l'heure. Bon, alors quelle est la situation alors, il y a une mobilisation des journalistes, principalement de Guadeloupe la Première, après le licenciement de notre collègue. Les journaux sont fortement perturbés pour aujourd'hui et on verra pour la suite. Des négociations ont commencé? Des négociations ont commencé hier. Pour le moment, les organisations syndicales, enfin l'organisation syndicale a quitté la table. On attend de voir les évolutions au niveau de la direction. Voilà, bien, on vous remercie d'être venu. Je rappelle premièrement que toutes ces thématiques qui sont abordées là sont en direct sur au moins 3 radios, Zouk News, c'est RHT qu'on va recevoir tout à l'heure, RSA aussi. Et aussi, bien sûr, C10FM est sur le Facebook Live. Et que le 25, nous aurons un débat en public avec des Guadeloupéens. Cette fois-ci, il n'y aura pas de filtre télévisuel ou radiophonique. Et on pourra interroger les journalistes à la salle Réminé Souta à partir de 18h30. Nous y reviendrons dans un instant. Sinon, 4e thématique, dans un instant, que faut-il pour avoir des médias au service de la population avec nos prochains invités? À tout de suite. Voilà, si vous prenez l'antenne maintenant, sachez que depuis 12h30, nous sommes dans une édition spéciale des Assises de la presse guadeloupéenne. On a reçu déjà 3 plateaux de journalistes, de confrères et de consoeurs. Et c'est le dernier avec que faut-il pour avoir des médias au service de la population, avec Christelle Martial. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. On a invité l'un des plus vieux journaux
de la Guadeloupe, on le sait moins, qu'on va envoyer. Bonjour Max. Bonjour Danick. Et au responsable de RHT, monsieur, notre confrère et ami Woody Corneli, mais aussi qui est président de la FRAG, aussi, il faut dire. Je suis vice-président de la FRAG et délégué régional anti-Guyane du syndicat national de radio libre. Alors, la question qui est posée depuis là, alors je rappelle aussi, si vous prenez l'antenne aujourd'hui, si vous êtes en France quand nous regardez, c'est que ce débat qu'on a organisé aujourd'hui, c'est dans le cadre des assises de la presse. Et les assises de la presse auront lieu au mois de novembre, mais depuis plusieurs semaines, nous réfléchissons un petit peu sur l'état de la presse en Guadeloupe, l'état des journalistes, les difficultés, et aussi essayer de trouver des solutions. Mais ça, ce sera au mois de novembre quand nous aurons les ateliers sur ces assises. Alors, je pose tout de suite la question et je la pose à la femme. Bon, on va commencer par la femme, par choix. Que faut-il pour avoir des médias au service de la population? Est-ce qu'on peut vraiment en avoir au service de la population? Oui, enfin, selon moi, on peut en avoir au service de la population. Je pense que ça a déjà été dit. Pour avoir des médias efficaces, efficients, ça coûte de l'argent. Donc que faut-il? Il faut déjà des moyens, parce qu'on le sait, c'est compliqué, et on l'a vu ces dernières années en Guadeloupe avec la disparition de plusieurs organes de presse. Souvent ce sont des questions financières qui bloquent un peu et qui font que les choses se délitent. Mais ce qu'il faut aussi, c'est une volonté d'être au service de la population, c'est-à-dire savoir en tant que média, savoir pour qui on travaille et à qui on s'adresse. Donc cette volonté-là me semble importante. Et ce qu'on veut dire à la population, est-ce qu'on considère qu'on est là pour l'éclairer? Est-ce qu'on est là pour la critiquer? À chacun de se déterminer. Mais en ce qui me concerne, moi je pense qu'un média doit servir à la création d'une opinion publique, à amener des débats dans la société, à faire les gens réfléchir à certaines questions. Donc, moi, média au service de la population, c'est une évidence. Alors, Max, je disais que Combat Ouvrier, c'est un journal qui existe depuis 40 ans. Oui. Alors, le premier numéro est sorti en 71. 71, hyper jeune. Alors, que faut-il avoir pour avoir des médias au service de la population? Peut-être que toi, tu dirais au service du peuple, en tant que Combat Ouvrier, journal communiste. Qu'est-ce qu'il faudrait exactement? Bien sûr, au service du peuple, bien sûr. Il faudrait d'abord savoir à quoi la population tient, qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qu'elle aime entendre et voir dans la presse, et quels sont ses soucis. Alors, je dirais qu'il faut à la fois, effectivement, s'adapter aux besoins de la population. La population voudrait très bien, aussi bien connaître la nouvelle adresse du marché aux poissons qui a été déplacée, que savoir quel est le dernier film important qui est sorti et qu'il faut voir, que aussi quelle est l'analyse que nous faisons sur la situation. Bon, la population a besoin de culture, hein. Elle a besoin de culture. Il faut aussi tenter sans prétention, tenter d'élever un petit peu le niveau de culture générale de la population, qui a d'ailleurs progressé. Bon, je pense par rapport à il y a 30 ans, quand nous avons débuté, nous, notre journal aussi. Donc, il y a une évolution avec les échanges, avec l'émigration, avec les connaissances générales. Le niveau de culture moyen, global a augmenté, mais je pense que la presse a joué ce rôle aussi, hein. Il y a par exemple des films ou des documentaires qu'on peut voir maintenant qu'on ne voyait pas avant, hein. Tout simplement parce que aussi il y a une presse qui s'est battue. Il y a une presse qui s'est battue pendant des années, hein. Alors, sans vouloir jouer aux anciens combattants, je le dis quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, que quand nous avons commencé à créer le combat ouvrier, c'était juillet-août 71, quand on le vendait, c'est une presse militante, quand on le vendait dans les quartiers, systématiquement, les gendarmes nous arrêtaient. Ah bon? Oui,
Oui, ça, oui, systématiquement. Systématiquement. Tu vois, toi-même, tu ne le savais pas, mais on était questionnés, interpellés, juste pour savoir qu'est-ce que vous êtes. Ils nous regardaient 2 heures, 2 heures dans les locaux. Et dans les locaux, ils nous posaient des questions. Qu'est-ce que vous faites? Et quand ils nous libéraient, il était trop tard pour faire la vente. Bon, c'est arrivé qu'on a bloqué, parce que notre journal, à une époque, il était fait par un groupe de camarades qui étaient en France et ils nous l'envoyaient par avion. Et donc, il était bloqué systématiquement par la préfecture. C'est arrivé aussi. Mais nous ne sommes pas les seuls. Le Progrès social a connu une série. Aussi, et les nouvelles... L'étincelle, à l'époque. CCN aussi a eu des problèmes. A déjà eu plein de problèmes. Nous ne sommes pas les seuls. Donc, mais nous nous sommes battus pour la démocratie élémentaire, les libertés démocratiques élémentaires dans un pays qui était à l'époque, on peut dire, colonisé avec un grand C. Bon, vraiment, c'était l'époque coloniale. Bon, tu es au courant de ça, Danick, et donc il a fallu se battre. Et donc, c'est ce combat, ne serait-ce que le combat pour le créole, par exemple. Il a été mené, il était impensable d'entendre parler créole dans les médias il y a ces années-là. Donc, il y a des organisations, des partis, une presse qui s'est battue pour ça, et donc qui a contribué à élever le niveau de conscience. Donc, je dis qu'il faut une presse culturelle, il faut aussi une presse qui puisse s'adapter aux besoins élémentaires aussi de la population. Mais bon, la presse, de toute façon, elle doit être généraliste, plurielle. Bon, nous ne pouvons pas, nous, être un journal généraliste. Nous sommes un journal militant et un peu spécialisé dans les problèmes des travailleurs, les grèves des travailleurs. Donc, il y a une presse généraliste, on en a besoin. Il y a des presses spécialisées et il en faut aussi. Donc, je crois qu'elle est plurielle, multiforme, et c'est l'ensemble qui fait quelque chose de valable pour la population. Merci. Alors, Woody Connelly, tu es directeur et fondateur à vie de Radio Haute Tension. Je dis bien à vie parce que ça fait plus de combien, 30 ans déjà aussi? 39 ans. 39 ans, comme dit Woko. Bien, alors, première question, avant même de venir sur la thématique, combien de radios associatives qui existent en Guadeloupe? Nous avons environ 18 radios associatives qui fonctionnent. Et combien font de l'information? 2. 2? Seulement 2 radios associatives. 2 radios, donc ils font de l'information. Et pourquoi les autres ne font pas de l'information? Alors, la question directe, c'est que, je le dirais aussi devant Christelle qui est journaliste, qui le sait, gérer une rédaction, avoir des journalistes professionnels, il faut payer, il faut aussi la convention collective, ça a un coût. Ça a un coût. Ce serait intéressant peut-être de parler de mutualisation au niveau de l'information et que toutes les radios associatives se mettent ensemble pour peut-être faire de l'information ou même avoir, pourquoi pas, un coup de main de ceux qui sont déjà dans l'information. Et souvent, ça peut être de services publics ou autres. Par exemple, nous, au niveau de l'information internationale, donc on travaille avec RFI, donc il a fallu aussi se battre pour avoir cette convention avec RFI que nous travaillons. Mais au niveau local, comme cela se fait peut-être sur la Martinique ou la Guadeloupe, beaucoup de radios associatives diffusent de services publics. Donc ça aussi, c'est une forme d'information, mais on peut aussi... Pourquoi pas? On peut sortir au niveau des assises avec pour l'agence presse guadeloupéenne, presse guadeloupéenne, pour travailler là-dessus, pour peut-être permettre à ça. On a déjà essayé, mais ça a un coût. Et pour répondre à la question, ça devient assez. Et Christelle l'a dit au départ, il faut de l'argent. Avoir un média au service de la population, il faut de l'argent. Et de l'argent, pas à n'importe quel prix. Aussi, si on l'a par rapport au lobby qui dirige ce pays Guadeloupe, parce que Max l'a dit, effectivement, je ne dirais pas que nous sommes colonisés, mais on subit toujours cette forme d'emprise de lobby. Donc, il ne faut pas une presse téléguidée. Celui qui paie, c'est celui qui décide. Donc, il faut avoir de l'argent, trouver les moyens. Et c'est aussi le rôle des collectivités locales majeures, mais aussi là, on peut recevoir des coups de fil par rapport à telle ou telle information, bon, pour les conventions qu'on peut faire avec ces collectivités, même aussi au niveau de mairie. Donc, il faut un média au service de la population, non contrôlé par ceux qui dirigent aujourd'hui la situation actuelle du pays. Alors, je dois quand même dire, te rendre hommage publiquement, que depuis quelques années, ta radio a décidé de diffuser gratuitement le ZCL tous les jours.
C'est une contrainte ou bien c'est une liberté? Alors, ce n'est pas une contrainte, Danick. Tu le sais, Danick, entre nous, hein, donc c'est une longue histoire. Il faut savoir que je suis arrivé, moi je suis un technicien au départ, hein, donc j'ai créé une radio, bon, j'étais DJ, et je suis arrivé à l'animation et au journalisme, c'est grâce à toi. Hein, donc j'ai fait partie de cette session de formation de journalistes de la région, ça date, hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein, avec tous ceux et celles qui se retrouvent sur le service public ou encore d'autres qui sont des communicants aujourd'hui. Donc, et je ne suis pas professionnel, c'est vrai. Donc, je préfère dire, je donne un coup de main. Je donne un coup de main à ce niveau-là. Et le ZCL, en l'épluchant, c'est pas sans mal. Hein. Il faut savoir qu'il a fallu l'intégrer dans notre cahier des charges par rapport au CSA aujourd'hui, là, au COM. Ah oui, on ne peut pas. Exemple, aujourd'hui, j'ai pris le soin avec les confrères qui vont diffuser le ZCL à midi d'informer le CTA à Martinique pour dire qu'il y a cette mission parce qu'on pense souvent faire de la radio ou la télé ou même mutualiser, c'est pas des réseaux sociaux. Hein. Et je veux revenir là-dessus que quand on parle de médias, il suffit, aujourd'hui on parle de médias avec des gens qui ont une page Facebook et qui parlent aussi de tous les réseaux sociaux pour dire qu'ils sont des médias. Il faut définir aussi qu'est-ce que c'est un média et au service de la population. Car aujourd'hui, victime de ces réseaux sociaux qu'on ne peut pas négliger, il faut s'adapter. Donc, au service de la population, c'est le débat d'aujourd'hui, ce média. Il faut définir qu'est-ce qu'un vrai média pour permettre à cette population de s'instruire, de communiquer et de s'informer et aussi, pourquoi pas, s'éduquer. Et je vais renverser la question. Quelle population pour un média? On dit souvent chez nous, il faut pas aimer pour aimer. Donc il faut aussi définir que veut cette population. Je pense aussi dans les assises qu'on aura aussi cette voix. Oui, on aura un atelier là-dessus. Alors je vais vous donner une petite citation qui m'a beaucoup servi quand j'étudiais le journalisme. C'était dans un livre que j'avais. Alors le souci premier du journaliste du tiers-monde est de relater l'histoire de la vie de sa nation ou de sa communauté le plus exactement possible. Il est motivé par le désir de transmettre et d'interpréter l'information d'une manière qui sera utile à ses concitoyens. Couverture du livre, on va savoir, pour les gens qui ne savent pas, ça s'appelle Journalisme et tiers-monde. Quand j'étudiais le journalisme, c'était ma Bible à l'époque, et il savait moins, Journalisme et tiers-monde. Alors, tout de suite, micro-trottoir sur quoi faut-il avoir, que faut-il pour avoir des médias au service de la population. C'est parti. Bien sûr, il le faut quand même, parce qu'après, nous ne sommes pas tous attentifs à entendre ou à voir ce qui se passe tous les jours. J'aurais préféré. Dans l'ensemble, je dirais pas forcément tous, mais dans l'ensemble. Ça c'est clair, parce que c'est la population qui fait vivre les médias déjà, c'est la population qui fait fonctionner l'île. C'est comme une entreprise. Si vous n'êtes pas là, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Sans ouvriers, une entreprise ne fonctionne pas. Et bien, les médias, voilà, c'est pareil. Hein. Oui. Oui, il faut que ce soit au service de la population. Non, moins sain. Moins au service de la population. Pour que la population puisse se rendre compte d'elle-même, de ce qui se passe autour d'elle. Après, ils le sont déjà, je pense, non? J'imagine, quoi. Ils ne sont pas au service de la population, ils sont au service des lobbyistes, déjà un. Et pour ne citer qu'un, comme le groupe Bolloré, où ils s'accaparent des journalistes pour dire ce qu'ils veulent. Donc, c'est-à-dire que si on vous paye pour quelque chose pour dire, de mentir à la population, automatiquement, vous n'allez pas retirer celui qui vous nourrit. Oui, à mon avis. Normalement, oui. Je crois, oui. Ça serait bien que les médias soient plus au service de la population, que ça soit au niveau radio, au niveau télé. Qu'on nous montre les choses telles qu'on devrait nous les montrer. On dirait que tout est fait pour aseptiser un peu. On va parler du chlordécone vite fait, on va parler des problématiques même de la Guadeloupe, on va en parler vite fait, mais on va parler de plein d'autres choses qu'on n'a pas besoin pendant enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Normalement, c'est le rôle, en principe. Voilà, réaction, Christelle. Alors c'est pas un sondage, Calista, je le dis chaque fois, c'est juste une impression. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors ça renvoie un petit peu au débat que vous avez eu il y a quelques minutes avec
André-Jean Vidal et Annick Fabrice et Olivier Lancien. Les gens ont l'impression que les médias devraient être plus à leur service et leur dire certaines choses, les choses qu'ils attendent. Bon, est-ce que c'est forcément notre rôle de dire au public ce qu'il a envie d'entendre? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que le média, il peut emmener un autre éclairage? Moi, je pense ça. Ben, tiens, j'ai entendu ça à la radio. Je confronte les deux. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on est obligé de... Il y a un monsieur qui disait sans nous, il n'y a pas de médias. Sans population, il n'y a pas de médias. Moi, je suis d'accord. Hein, si les gens, ils ont envie d'un média participatif où on met des sous et où on s'investit, pourquoi pas. Je pense que vous serez d'accord avec moi aussi, Danick. Mais on n'est pas là pour... et je crois que c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens, faire plus de pédagogie. On n'est pas là pour dire ce que les gens ont envie d'entendre. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à leur service. Si y a un monsieur qui parlait du chlordécone, on en a beaucoup parlé sur toutes nos antennes. Il y a eu des dossiers, on explique, on va voir les avocats qui nous expliquent voilà comment ça se passe. Donc qu'on n'en ait pas fait assez, on peut l'entendre, mais on n'a pas souhaité cacher une vérité parce que on vit dans ce pays-là. Les gens ont l'air d'oublier que nous aussi, on est contaminés par la chlordécone. Nous aussi, on a de la famille, il y a des cancers dans nos familles. Voilà, donc on n'est pas en marge d'un pays comme ça, dans une petite caste où on vit tous ensemble. Les journalistes ne sont pas un et indivisibles. Et je rappelle quand même, pour aller sur notre sujet, que Christelle fait pratiquement chaque semaine un focus sur un bouquin qui vient de sortir. Et j'imagine que celui-là, bientôt... Oui, de toute façon, celui de Pierre-Édouard. Mais oui, j'essaie de dire aux gens... alors, c'est pas forcément des livres dont on parle, mais ce sont des livres qui, d'une manière ou d'une autre, sont arrivés sur ma route. Et moi, j'ai envie de dire aux gens... essayez, allez-y, lisez, faites-vous une opinion. Donc je ne dis pas oui c'est bien, non c'est pas bien, c'est pas ça. Je dis il y a ça, faites-vous une opinion. Donc au service de moi mon service pour la population c'est ça. J'ai envie de faire partager aux gens ce qui me rend plus sensible, ce qui m'émeut, ce qui me touche, ce qui me met en colère. Donc tout ça est très autocentré, mais en tout cas... C'est subjectif, le journalisme est subjectif. Forcément, puisqu'on est des êtres humains traversés par... voilà, donc au service de la population, c'est qu'est-ce qu'on a envie de donner à cette population-là, et plus largement, qu'est-ce qu'on veut pour cette population-là, de manière collective, où est-ce qu'on veut aller tous ensemble. Max, puisqu'on va terminer rapidement. Oui, ben écoute, moi je pense qu'on est dans une période particulière. C'est bien d'ailleurs que ces assises se fassent en cette période-là, avec toutes les informations, je mets des guillemets, qui sortent sur les réseaux sociaux notamment. Il y a une concurrence avec la presse. Une concurrence qui n'est pas à mettre, il n'y a pas de trait d'égalité à mettre, mais il y a parfois des infos, parfois de fausses infos, parce qu'il y a beaucoup de fake news et du n'importe quoi. Donc là, ça nous donne une responsabilité, tous les journalistes et la presse, une responsabilité et un souci de vérité, un souci de toujours rétablir la vérité et d'être de plus en plus précis dans nos domaines respectifs. Il y a aussi ça, il y a aussi le fait que il y a des couches de la population, je pense des travailleurs, qui sont souvent les grands oubliés de la société. On voit beaucoup de personnalités dans les télés, à la radio, des artistes, des gens connus, etc. Mais ce qui se passe au quotidien sur les plantations de bananes à quelques kilomètres de Pointe-à-Pitre, on est dans un petit pays, ben souvent on ne le sait pas. Et quand nous le racontons, nous racontons ce qui se passe réellement autour de nous, on ne nous croit presque pas en disant oui, vous exagérez parce que vous êtes combat ouvrier, etc. Non, il faut parler de la condition des travailleurs exploités, surexploités dans ce pays, et en plus avec le chlordécone, les pesticides et autres, et des drames incroyables, des drames tels que contracter des maladies telles que le cancer. On parle du cancer de la prostate, mais on a des camarades qui viennent de mourir, des femmes
femme du cancer du sein aussi, et qui est certainement dû à l'épandage du chlordécone qu'il faisait à la main. Bon voilà, tout ça c'est à travailler, et surtout un souci de vérité, d'aller au plus profond de la recherche de la vérité et de parler des oubliés de la société, des travailleurs, des ouvriers, des exploités. Alors, on va terminer avec toi, Widi. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a seulement 3 médias associatifs qui font de l'information. Est-ce qu'il faudrait augmenter le nombre de médias faisant de l'information? Au bout des assises, on va en parler. Donc, la solution est claire. Il faut le dire, 3 médias. Mais pour ne pas parler de pensée unique ou haute, il faut, je le dis aux journalistes qui existent, même s'ils sont entre guillemets des concurrents, donc c'est mettre en place, je le dis, un vrai, encore une agence guadeloupéenne d'information pour permettre, caribéenne, pour permettre de venir au secours des médias associatifs. Parce qu'on a dit, le nez de la guerre, c'est l'argent. Il faut avoir de l'argent. Et s'il n'y a pas cette mutualisation, je le répète, je me bats là-dessus, de cette mutualisation, chaque monde anti-coin à eux, qui fait habiter à eux, on ne sera jamais au service de la population. Mais je me permets, Danick, de faire un point. Non, rapidement, de faire un point. Il existe le média service public, le média privé, donc on a les associatives et on a les commerciales. C'est pour rebondir, parce qu'on a fait citation de Boléro et autres. Donc, un monsieur comme M. Boléro qui se met dans les médias, il n'est pas au service de la population, il est là pour faire son investissement plus rapporté. Donc, il fait ce qu'il faut, l'amusement ou encore l'information par rapport au lobbying pour avoir de l'argent pour faire fonctionner. Le mouvement associatif, Christelle l'a dit, pourquoi pas je le lance en direct sur Canal 10. Ça peut être pour Canal 10, ça peut être pour moi, ça peut être pour les autres. Cette participation de la population pour avoir cette liberté, et cela permet tout un chacun de s'exprimer. Je prends l'exemple de Radio Tambour, qui est une radio militaire.